en plus, ça c'est une merveille, on va redonner au visage un modelé beau. On va rajeunir. On va rajeunir quand le foie commence à être enrobé de gras, qu'il y a vraiment beaucoup de gras autour du foie. Ça tire tellement fort que ça fait descendre la bouche, descendre la narine, l'oreille descend un petit peu plus bas et l'œil vous êtes gauche vers la droite. C'est le fascia qui nous donne notre forme. C'est-à-dire, si on rigidifie le fascia, et si une méthode ancestrale gratuite, validée par plus de 150 000 personnes, pouvait remodeler ton visage et booster ton énergie. Ça s'appelle le bain dérivatif. Et même si tu le connais, je vais t'expliquer pourquoi cette pratique est en train de changer la vie de ceux qui l'essayent. Cette méthode a été popularisée par France Guillain, navigatrice qui a fait le tour du monde pendant 17 ans, qui est auteure à succès, conférencière, et elle est reconnue pour ses recherches sur les méthodes naturelles de bien-être. Alors, bienvenue France. Bonjour, Gwénoline. Alors, ensemble, on va découvrir la nouvelle revue sur les bains dérivatifs. Le nouveau livre. Oui, le nouveau livre, oui. Pour ceux qui te découvrent, pour ceux qui découvrent la méthode, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les bains dérivatifs et comment ils fonctionnent? Alors, le bain dérivatif, c'est très, très simple. Il s'agit de mettre de la fraîcheur dans l'entrejambe parce que nous vivons de telle manière que nous avons l'entrejambe qui n'est jamais aérée. Dans la vie naturelle, c'est-à-dire si vous allez en Papouasie où les gens vivent nus, c'est pas des sauvages, hein. Ils vivent nus parce qu'il fait bien chaud et puis que là-bas, la législation n'empêche pas de vivre nus. Si on était des gens en bon état psychique, mental, en France, eh ben, on vivrait tous nus. Oui, pour aérer les zones. Parce que c'est la manière la plus saine pour le corps, parce que la transpiration peut s'évaporer, ça ne colle pas à la peau, et puis la transpiration de l'entrejambe, en s'évaporant, alors ça serait nu et pas assis devant un ordi. C'est nu et marcher toute la journée. Ça, c'est la vie naturelle. C'est la vie des Mélanésiens, c'est la vie des aborigènes, c'est la vie de certaines îles dans les Philippines, en Afrique, même en Inde, il y a des endroits un peu partout dans le monde où on vit nu. Et vivre nu, sachez qu'en Allemagne, par exemple, il y a des gens qui font du ski nu. Il suffit d'aller sur Internet. Vous voyez, il y a vraiment des Allemands qui font du ski nu. C'est pour dire que se mettre nu, ce n'est pas, c'est pas être fou ni être attardé, c'est tout simplement naturel. Comme notre vie ne nous le permet plus, pendant longtemps, les vêtements ont permis cette aération et cette fraîcheur. Le sarong, quand on n'a pas de slip en dessous, la djellaba, quand on est tout nu en dessous, le kilt écossais, ils sont toujours nus sous leur kilt, les Écossais. Et donc, en marchant, la sueur qui est dans l'entrejambe s'évapore et elle évacue en permanence l'inflammation basse que nous avons dans le corps. Parce que le problème est là. On a découvert depuis à peu près 2018 que cette inflammation basse est le déclencheur de toutes les maladies dégénératives. C'est le déclencheur des cancers, de l'angiogénèse, c'est le déclencheur de la spondylarthrite ankylosante, c'est le déclencheur de diabète de type 2, c'est le déclencheur même de la schizophrénie, c'est le déclencheur d'énormément de maladies, par exemple Alzheimer, etc. Ces maladies ne se déclenchent pas, même si on a fait beaucoup d'erreurs, même si on a les symptômes à l'intérieur du corps. Ça a été vraiment largement démontré, aussi bien par Harvard que le professeur Montagnier, etc. Si on n'est pas en état inflammatoire chronique bas, c'est-à-dire la température interne, quand elle est correcte, eh bien, la maladie ne se déclenche pas. C'est très important. On peut mourir à 120 ans avec des boules qui auraient pu devenir des cancers, mais qui ne se sont jamais transformées en cancer parce qu'on n'était pas en état inflammatoire chronique bas. Voilà. Et ça se mesure à la température, c'est-à-dire que le matin, avant de sortir du lit, on doit être à 37 degrés. En fin de journée, à la fin de la journée solaire, on doit être à 35,8 ou 35,9. Et dans la nuit, on remonte à 37, ce qui fait une moyenne de 36,6 degrés. Mais on n'a pas 36,6 degrés toute la journée. On a 36,6 degrés juste à un moment de la journée. Parce que la température, c'est une sinusoïde, voilà, qui va de 37 à 35,8.
et qui remonte à 37, qui redescend à 35,8. Voilà, c'est ça. Et la plupart des gens aujourd'hui, les gens qui se disent civilisés, qui sont habillés tout le temps, et serrés, c'est pas très bon non plus. La plupart sont soit au-dessus, soit en dessous. La plus grande partie des gens est au-dessus, à 37,2 au lieu de 36,6. Et il y a un petit pourcentage de gens qui sont en dessous, qui sont en hypothermie tout le temps, qui ont toujours froid, et qui sont donc en dessous. Et dans les deux cas, pour rétablir l'équilibre, eh bien, soit on marche tout nu toute la journée, soit on met du froid dans l'entrejambe plusieurs fois par jour. Voilà, donc c'est ça les bains dérivatifs. C'est ça le bain dérivatif. C'est de mettre du froid. Mais alors, j'allais te demander dans quel cas tu vas recommander les bains dérivatifs. Dans tous les cas. Nous avons tous besoin des bains dérivatifs parce que nous sommes habillés, tout simplement. Le seul fait d'être habillé et d'être beaucoup assis ou pas, enfin de ne pas marcher à grandes enjambées avec pas de culotte, eh bien, ça nous met automatiquement en état inflammatoire chronique bas. Et c'est pour cette raison qu'on attrape des rhumes, qu'on attrape la grippe, qu'on a toutes sortes de problèmes parce qu'on est en état de faiblesse, tout simplement. Tout simplement parce que ce bain dérivatif, cette température correcte, active 18 fonctions de nos graisses brunes que nous fabriquons par l'alimentation. Quand on mange de façon comme un être humain doit manger, tout simplement, et qu'on mastique bien, eh bien le corps fabrique des graisses qu'on appelle brunes parce qu'elles ressemblent à une huile d'olive un peu épaisse et elles sont légèrement brunes. Et d'ailleurs, ça fait qu'on n'est jamais blafard en hiver. On a un joli teint tout l'hiver. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre. Alors déjà, ça nous embellit de manger correctement, d'avoir des graisses brunes, parce qu'on a un plus joli teint. Et ensuite, les graisses qui circulent dans le fascia. Alors, le fascia, c'est une membrane qui part de l'intestin, qui se déploie vers le haut et vers le bas, qui enveloppe nos organes, nos muscles, nos os et qui passe sous la peau absolument partout et qui enveloppe aussi tous nos vaisseaux sanguins, nos canaux lymphatiques, les capillaires, etc., etc. Et ce fascia doit être motile, c'est-à-dire qu'il doit vibrer en permanence. Il ne peut pas vibrer quand on est en état inflammatoire. Ça veut dire que quand on fait les bains dérivatifs, on active 18 fonctions. Parmi ces fonctions, il y a l'élimination du mauvais gras, c'est super sympa. Et parmi ces fonctions, il y a la réparation du corps parce que les graisses brunes contiennent des cellules souches qui vont réparer l'organisme, qui vont faire disparaître des vieilles cicatrices. Moi, j'ai des cicatrices, j'avais une énorme cicatrice de BCG à une cuisse, elle a disparu complètement à partir du moment où elle a disparu, j'avais plus de 60 ans. C'est quand je me suis mise à faire plus le bain dérivatif. Donc, c'est pour vous dire, cette cicatrice, je l'avais depuis l'âge, je sais pas, d'1 an. Eh bien, elle était très, très grosse à cette époque-là. On faisait d'énormes scarifications. Eh bien, elle a disparu complètement. C'est incroyable. J'avais une grande cicatrice au pied gauche parce que j'avais eu la bottine coupée en deux par un vélo à toute vitesse quand j'avais 18 mois. J'ai gardé cette cicatrice pareil jusqu'à 60 ans à peu près. C'était vraiment nacré, ça faisait comme une cicatrice de brûlure. Et ça a totalement disparu quand je me suis mise à faire le bain dérivatif comme il faut. En combien de temps ça a disparu? Je ne sais pas, 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas exactement. On va en parler après. Voilà. Juste pour les graisses brunes, on a fait une vidéo déjà avec France. Et pour, tu as parlé de quoi? De cellules souches. On a fait aussi une vidéo, je vous mettrai les liens en dessous. Voilà. Juste, maintenant, ça serait super de parler de la beauté. Alors, justement, je vous disais que le fascia, cette membrane qui est dans le corps, cette membrane, elle est énorme parce qu'elle pèse 20 kilos. Son épaisseur varie avec l'endroit où elle se trouve. Et c'est elle qui transporte nos graisses. C'est pour ça qu'il y a des endroits où on a beaucoup de gras, parce que le fascia est beaucoup plus gros. Eh bien, c'est le fascia qui nous donne notre forme. C'est-à-dire, si on rigidifie le fascia, Serge Paoletti, vous pouvez trouver sur Internet, Serge Paoletti a fait un livre qui s'appelle Les fascias, et c'est lui qui explique que si on rigidifie le fascia et qu'on nous enlève nos os, nos muscles, les organes, on nous enlève tout, eh bien, on nous reconnaît parfaitement parce que c'est le fascia qui nous donne nos formes. Et il agit non seulement, alors je vous ai dit déjà que le fascia
quand il s'active avec le bain dérivatif, vous allez éliminer le mauvais gras, donc on va perdre la bouée, on va perdre beaucoup de choses. Mais en plus, ça c'est une merveille, on va redonner au visage un modelé très beau. On va rajeunir. On va rajeunir parce que le fascia, quand certains organes sont enveloppés, il tire sur le visage. On a le foie à droite, par exemple. Eh bien, quand le foie commence à être enrobé de gras, qu'il y a vraiment beaucoup de gras autour du foie, ça tire tellement fort que ça fait descendre la bouche, descendre la narine, l'oreille descend un petit peu plus bas et l'œil vous êtes comme ça vers la droite. Vous allez voir ça chez des tas de gens. Amusez-vous à l'observer, ça vaut la peine. Parce que plus vous allez observer, plus vous allez devenir expert. Et c'est très, très intéressant. Le côté gauche, vous allez avoir, si le poumon est embarrassé par le tabac, ou si on a eu beaucoup de maladies au poumon, eh bien, c'est l'œil gauche qui va basculer. Si c'est le cœur qui ne va pas bien, c'est la narine gauche qui va basculer. Si c'est la rate, c'est l'oreille gauche qui va basculer. D'ailleurs, récemment, Eric, que tu connais, oui, me parle d'un monsieur qui avait un énorme problème de pancréas. Et je lui dis, ah ben écoute, alors il doit avoir vraiment l'oreille beaucoup plus basse, l'oreille gauche. Il sort son téléphone, il me montre les photos, il me dit, regarde, c'était impressionnant. Il y avait vraiment une bascule de l'oreille gauche. Et un jour, moi, un monsieur qui avait 70 ans, je lui dis, c'est bizarre, il y a un truc à la rate. Enfin, la rate est encombrée. Il me dit, j'ai peu de rate. On lui a enlevé la rate. Mais il y en a plein. Et même dans le livre, on voit bien les explications. Alors, dans la personne normale. Ouais, comme ça. Voilà. Mais je mettrai peut-être une photo à l'écran. Voilà. Ensuite, vous avez des lignes qui nous permettent de voir si tout est posé au bon endroit. Et puis ensuite, vous avez une personne qui a une surcharge générale. Là, vous avez les bascules du visage, vous voyez, ici et là. Et puis, on arrive aussi aux personnes qui ont une bosse à l'arrière. Et on peut être très jeune et avoir une bosse à l'arrière. Ça, j'ai déjà vu ça. Ben là, ici, on a un monsieur qui a un petit peu tout. Vous voyez. Il y a aussi toute cette partie du visage qui gonfle quand on a l'estomac, l'intestin surchargé. Ça m'a permis, je raconte ça dans la dernière méthode qui est sortie l'année dernière et que je vous recommande parce qu'il y a énormément de nouveautés dedans. Dans cette méthode, je parle d'un journaliste FR3 qui maintenant est à la retraite très largement, mais il y a 40 ans, même 50 ans, il y a 50 ans, il se moquait de moi parce que j'avais conseillé le bain dérivatif à sa femme qui avait des boutons, etc. Et elle attendait un bébé. Et on ne pouvait pas lui donner de médicaments. Donc, je lui ai conseillé de faire le bain dérivatif. À l'époque, ça se faisait avec une cuvette et de l'eau, ce qui n'est pas très commode. Hein. Et ce garçon se moque de moi. J'étais toute seule avec lui. Lui, c'était un grand garçon élancé. Il avait une trentaine d'années à l'époque et il était vraiment très, très fier de lui. C'était en hiver. Avec son manteau, on ne voyait pas le corps complètement. Et je lui dis, toi, au lieu de te moquer de moi, tu ferais mieux de le faire parce que tu as forcément du bide, tu as forcément du gras autour du ventre. Il me dit, qu'est-ce qui t'a dit ça? Je lui dis, mais personne ne me l'a dit, je le vois sur ton visage. Un mois plus tard, je rencontre sa femme et elle me dit, je ne sais pas ce que tu as dit à François, mais je l'ai trouvé en train de faire le bain dérivatif dans la salle de bain. Alors, je lui raconte. Elle m'a dit, tu ne pouvais pas dire pire, ça fait 3 ans qu'il va dans des salles de sport, il essaie de perdre son ventre et tout, il n'y arrive pas. Voilà, c'était tout ça. Alors, ça vous permettra aussi de clore le bec des gens qui disent n'importe quoi. Voilà. Et quand tu dis... et ça, alors ça, ce qui est génial, c'est ce qu'on appelle la gueule de bois. La gueule de bois, c'est pas j'ai trop bu ou je sais pas quoi. C'est quand on a fait un repas excessif la veille, par exemple, et bien le matin, on est un peu bouffi. Et on a cette partie-là du visage, à l'avant, qui a gonflé. On l'appelle la gueule de bois parce que quand on fait une sculpture, on commence par dégrossir le bloc de bois, on coupe pour la tête, le front, le nez, la bouche, etc. Donc, cette partie-là est proéminente. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la gueule de bois. Donc, ça veut dire que dans le dictionnaire, la définition de la gueule de bois, c'est l'épaississement de la face antérieure du visage. Ça, c'est la définition de la gueule de bois. Mais je ne vois pas comment on peut voir que c'est gonflé. Ah si, ça se voit sur les photos. Quand on essaie de vieillir quelqu'un, on essaie toujours de... c'est ce qu'on fait. Quand on a perdu de vue quelqu'un et qu'on le cherche, eh bien, on va précisément
on va précisément grossir cette partie-là. Voilà. Regardez ce monsieur, par exemple, il a le nez, la bouche, le menton qui sont plus proéminents. Vous voyez? Et ça, c'est une des premières choses qui part quand on fait les bains dérivatifs. Et ça donne tout de suite une impression de rajeunissement. Ça, c'est très, très intéressant. C'est une bonne nouvelle quand même. Hein, parce que ça, si vous regardez des photos de vous, avec les années, eh bien, vous verrez que cette partie, c'est la première qui bouge précisément. Dès que le ventre commence un petit peu à s'encombrer, même si ça ne se voit pas à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il commence à y avoir du mauvais gras, eh bien, cette partie-là gonfle légèrement. Et quand vous faites le bain dérivatif, ça reprend sa forme. Donc, tout n'est pas perdu, on peut le faire à tout âge. Ah, ça marche à tout âge. Ça, il n'y a pas d'âge limite pour ça. Donc, c'est très, très intéressant. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse une petite aparté sur les addictions? Oui. Alors, dans ce livre aussi, j'ai fait tout un travail sur les addictions et je vous le recommande parce que c'est la seule manière, je vous montre le livre, hein, voilà, il est comme ça, hein, c'est les addictions, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que le problème, c'est qu'on culpabilise la personne qui a une addiction et on culpabilise l'entourage. Si un enfant de 15 ans se met à se droguer, eh bien on dit, ah ben lui, avec les parents qu'il a, première chose qu'on dit. Voilà. Alors qu'il peut avoir des parents très aimants, des parents qui se sont bien occupés de lui, et on peut tomber dans l'addiction pour des raisons mécaniques. Tout simplement mécanique. En 1990, il y a eu une commission de Claude Évin, ministre à l'époque de la Santé, dans laquelle on m'a demandé d'intervenir en tant que journaliste. Moi, mon travail consistait à aller interviewer des gens qui étaient sortis de l'héroïne en particulier et qui avaient trouvé un métier qui leur convenait. Et on voulait savoir quel genre de métier ils choisissaient. Eh bien, ils choisissaient tous ceux qui sont sortis bien et n'ont pas récidivé. Ce sont ceux qui ont choisi des métiers qui leur permettaient de fabriquer eux-mêmes leurs endorphines, la dopamine, la sérotonine, etc., qui nous rendent heureux. Alors, la raison, elle est très, très simple. À la naissance, vous avez à peu près 80% de la population qui naît avec des gènes que j'appellerais le bébé A, et puis vous avez 15 à 20% de gens qui naissent avec un gène déformé que j'appellerais le bébé B. Ce gène a été déformé, probablement, on verra plus tard, enfin, dans 5 minutes, on verra comment il a pu être déformé. Donc, le bébé A, c'est un bébé, quand au moment de la naissance, la maman, le bébé fabrique beaucoup d'endorphines pour supporter la douleur de l'accouchement. Voilà. Et ces endorphines vont se stocker dans des petits récepteurs que nous avons tous dans le corps. Et chez le bébé A, les surplus d'endorphines vont être éliminés dans les urines. Donc, il remplit ces petits, j'appelle ça des petits récepteurs ou des petites coupelles, au choix, comme vous voulez. Et donc, ces endorphines vont être stockées. Quand le bébé A va se réveiller, il va patienter le temps de vider ses petits récepteurs. Et puis, quand il a vidé ses petits récepteurs, il commence à appeler et à pleurer. La maman le fait téter, le caresse, etc. Il remplit de nouveau ses petits récepteurs. Les excédents partent dans les urines. Il va se rendormir. Voilà. Et ça va faire un bébé, que j'appelle le bébé A, qui sera un enfant qui se couchera tôt le soir, qui sera satisfait très facilement. C'est un enfant qu'on verra toujours très heureux, sans problème, il ne cherchera pas à être complimenté, il ne cherchera pas les applaudissements, rien du tout. Du moment que tout va bien, il est heureux, il n'y a aucun problème. C'est même un enfant, quelquefois, dont on s'occupera un peu moins parce qu'il ne pose pas de problème, justement. Donc, il faudra faire attention de bien s'occuper de cet enfant-là. Mais donc, cet enfant-là, quand il arrivera à 15 ans, s'il tombe amoureux, et qu'il perd son amour, il va pleurer très, très, très fort pendant un mois, mais il va s'en remettre. Ça ne sera pas parce qu'il n'aimait pas suffisamment, mais il va s'en remettre et il repartira. C'est quelqu'un qui se contentera bien souvent à l'école. S'il a 10 sur 20, c'est super. Si on veut qu'il soit un petit peu meilleur, il va falloir le stimuler un peu parce qu'il s'en fiche complètement.
un métier où il gagne sa vie, qui lui permet d'avoir une voiture, un conjoint, 3 enfants et un chien, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour qu'il pousse un petit peu sur ses capacités, il faudra un petit peu le stimuler, parce qu'il ne cherche pas du tout à être meilleur que les autres, il ne cherche pas à être applaudi, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est quelqu'un très calme qui vit sa vie. Ça représente en général 80% de la population. Et puis, vous avez le BBB. Alors lui, c'est un autre profil, parce que lui, quand sa maman va l'aider à fabriquer des endorphines, eh bien, les surplus, au lieu de les éliminer par les urines, il va fabriquer des nouvelles coupelles. Ce qui fait que la fois suivante, il aura plus de réserves. Donc, il attendra un peu plus longtemps que son frère BBA pour que sa maman vienne le chercher. Mais quand la maman viendra, il aura une demande plus forte. La mère va le sentir, elle va le caresser encore plus, et il aura encore des excédents qu'il va stocker dans de nouveaux récepteurs à chaque fois. Et ça, c'est le profil d'un bébé qui se sentira toujours moins aimé que son frère, parce qu'il sera toujours en manque, et il sera toujours en train de chercher comment fabriquer les endorphines, c'est-à-dire soit il faut qu'on le caresse, qu'on lui fasse plein de bisous tout le temps, soit il va devenir dépressif. Et vraiment, c'est très, très important de comprendre ça. Il y a peut-être parmi vous des bébés comme moi qui vont avoir l'impression, on peut vivre de façon très, très intéressante quand on est un bébé. On n'est pas une catastrophe, mais ça demande d'organiser sa vie en fonction de ses besoins, précisément. Le bébé, c'est un bébé à qui il faudra donner des stimuli, c'est-à-dire qu'il ait des petits jouets dans son berceau, au moins, il ne faut pas le laisser tout seul, toujours devant le même mobile, parce que très vite, il ne fabriquera plus d'endorphines. Il a besoin vraiment de stimuli pour fabriquer ces endorphines. Et adulte? Alors, c'est le bébé qui ne marchera pas dans l'après-midi. Le bébé A, il va faire ses premiers pas dans la journée, très bien, super. Le bébé B, il fera ses premiers pas à 11 h du soir, de façon à être applaudi par papa, maman, et qu'il n'y ait personne d'autre autour. C'est l'unique. C'est un couche-tard. C'est le bébé qui, à 15 ans, va téléphoner aux copains pendant des heures sous la couette. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin sans arrêt de remplir ses endorphines. J'ai eu en stage le papa de 2 jumelles. Après, j'ai eu la maman qui est biologiste et qui travaillait justement sur ces fameux récepteurs. Donc, c'était génial. Eh bien, j'ai eu donc le papa qui me dit, ah ben moi j'ai 2 jumelles, j'ai une A et une B. J'en ai une A, ben, tout va très bien, et l'autre, elle est tout en train de venir sur mes genoux, elle veut des bisous, etc. Elle dit, ça me gêne parce que je ne veux pas faire de différence avec sa sœur. Alors je lui ai dit, dans la commission qui a travaillé là-dessus, on a vu que pour les filles, ce qui permet le plus rapidement de remplir ces coupelles, ces petits récepteurs, c'est la danse. C'est vraiment la danse. Pour les garçons, ce sont les arts martiaux. Voilà. C'est ce qui permet de remplir le plus vite. Mais il y a plein d'autres choses qui permettent de le faire. Il y a jouer de la musique, il y a faire du lèche-vitrine avec le porte-monnaie à la maison, il y a téléphoner à une bonne copine. Enfin, il y a plein de manières. Il y a faire de la peinture, du modelage, tout ce qu'on veut. Il y a énormément de manières de même aller se promener dans un parc. Est-ce que c'est des gens qui ont besoin d'être applaudis? Ça peut être. Alors justement, ça c'est très intéressant parce que il a fait faire de la danse. J'ai dit faites bien faire aux deux. J'ai dit vous allez voir, le bébé, elle n'ira pas prendre sa douche avant d'avoir dansé sur la table pour vous montrer ce qu'elle a appris. Et quelques mois plus tard, il m'appelle et il me dit, écoutez, c'est exactement ce que vous avez dit, parce que quand elle rentre de la danse, eh bien, le bébé A va tout de suite prendre son bain, il n'y a pas de problème, elle va faire ses devoirs. Il me dit l'autre, il faut qu'elle nous montre tout ce qu'elle a appris en danse avant de faire quoi que ce soit. C'est exactement ça. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Donc, les métiers qu'avaient choisis les gens que j'ai vus qui en étaient sortis, eh bien, c'était précisément, ils faisaient de la peinture
pour peindre des bâtiments, pour que les gens qui prennent l'ascenseur voient un motif qui se développe tout le long du mur. Vous voyez, par exemple. Voilà, alors il était très applaudi, bien sûr, pour son travail. Un autre est devenu jardinier, comment on appelle ça, artistique, c'est-à-dire qu'il s'est mis à faire des jolis jardins. Donc la première personne qu'il a eue, c'était une dentiste à Lyon, qui il a fait un magnifique jardin, qui en a parlé, qui lui a félicité, qui en a parlé à tout le monde, etc. Et c'était génial. Voilà. Et les parents de ces enfants-là, de ces jeunes-là, sont très, très inquiets parce qu'ils pensent qu'un métier artistique, ça va leur faire rencontrer de mauvaises personnes, alors que ce dont ont besoin les bébés, ce sont des couches-tard, je vous ai dit. Donc, ils ont besoin d'horaires libres. Ils ont besoin de travailler à leur rythme, à eux. Ils ont besoin de pouvoir se coucher très tard, se lever à midi s'ils veulent. C'est leur rythme à eux. Il faut qu'ils aient un métier où ils sont applaudis, où on les félicite. Alors, il y a plein de métiers où on peut applaudir. Ça peut être jardinier, ça peut être la cuisine, ça peut être n'importe quoi, la musique, l'enseignement. Quand on enseigne et qu'on est un bon enseignant, on est applaudi aussi. Vous voyez, dans tous les métiers, le métier de Gwénoline, c'est un métier qui lui permet aussi ça, moi aussi. Ce que je suis en train de vous expliquer, si vous me dites, ah, c'est génial ce que tu peux parler des addictions aussi par rapport aux deux tempéraments. Voilà, alors les addictions, justement, les bébés B, les bébés A ne tombent pas en addiction facilement. Par contre, les bébés B tombent en addiction facilement. À l'adolescence, si le bébé A fait un shoot à l'héroïne, eh bien, il va fabriquer beaucoup d'endorphines, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, mais il va éliminer tous les surplus dans ses urines. Par contre, le bébé B, lui, dès le premier shoot, il va être en addiction à l'héroïne. C'est pour ça qu'il y a tellement de discussions sur les drogues dures, parce que il y en a qui vont vous dire, oh ben moi j'ai essayé, mais non, mais comme j'ai une vie équilibrée, il n'y a rien qui s'est passé. Et ils vont dire que le copain, c'est parce que ses parents ne sont pas gentils, c'est parce que sa grand-mère les aimait pas, ils vont trouver toutes sortes de raisons, parce qu'ils manquent de volonté, enfin n'importe quoi, mais c'est faux. Et là, il faut arrêter de culpabiliser les parents, l'entourage, etc., parce que c'est négatif, ça n'apporte rien. Alors que quand on a compris que c'est quelque chose d'objectif et qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut trouver un métier. J'ai sorti comme ça une fille de l'héroïne, pas ma fille, parce que mes enfants n'ont pas eu ce problème, mais une fille que j'ai emmenée avec moi aux Philippines pendant 1 an, et puis qui est devenue psychologue, et elle fabrique ses endorphines en aidant justement les gens qui ont des problèmes psychologiques. Vous voyez, et on lui dit qu'elle est formidable, qu'elle est vraiment bien, voilà. Et donc, l'alcool alors, pour l'alcool, l'étude qui a été faite par le docteur Curté aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas faire cette étude en France, il a donné à boire chaque jour une petite canette de bière à des gens qui n'étaient pas du tout alcooliques, qui ne buvaient pas d'alcool. Donc, ces gens-là ont bu une petite canette de bière tous les jours, et au bout de 17 jours, eh bien, en 17 jours, les gens deviennent alcooliques. C'est-à-dire que s'ils arrêtent l'alcool, ils se sentent très mal. Une addiction en France est définie par le fait que quand on arrête, on a envie de vomir, on a des maux de tête terribles, on n'est vraiment pas bien, on ne peut plus travailler, on est complètement hors service. Ça, c'est la définition de l'addiction en France. C'est pour ça que, par exemple, avec le sucre, si vous êtes capable de vous arrêter de prendre du sucre sans que ça vous donne des maux de tête infinis, etc., et des malaises, ça veut dire que vous n'avez pas d'addiction au sucre. Parce que le sucre, on en a quand même besoin pour notre cerveau, on ne peut pas se priver totalement de sucre. Mais si ça ne vous rend pas malade quand vous arrêtez le sucre, ça veut dire que vous n'avez pas d'addiction au sucre. Le café, si vous prenez un café le matin et même à midi et que le lendemain, les jours suivants, vous n'avez pas besoin spécialement d'en prendre, vous pouvez très bien ne pas en prendre pendant 1 semaine et rien ne se passe, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas d'addiction au café. Si par contre, moi, ça m'est arrivé d'avoir 2 fois d'avoir une addiction au café, c'est-à-dire préparer le café avec de la poudre et le robinet d'eau chaude. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur, c'est abominable. C'est 8, 10, 12 cafés dans la journée. Ça m'est arrivé 2 fois, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis arrêtée net et chaque fois, ça me rendait malade. J'avais envie de vomir, j'étais
hyper mal toute la semaine qui suivait. Vous voyez? Il faut quand même dire que les bébés, ils peuvent se sortir de l'addiction. Alors, les bébés, pour sortir de leur addiction, il faut qu'ils trouvent un moyen de se faire plaisir et surtout d'être reconnus. C'est très, très important. Vous voyez, par exemple, une personne qui fait de il y en a qui me disent, ah ben moi je fais de l'aquarelle. Je dis, vous faites des expositions? Ah ben non, jamais. Je dis, si vous ne faites pas d'exposition, vous ne prenez pas le risque qu'on vous dise c'est beau ou c'est pas beau. Donc, il faut prendre ce risque parce que pour pouvoir remplir vos petits récepteurs, il faut qu'on vous dise que c'est beau. Donc, parce que ça ne sert à rien si on le fait tout seul. Attention au bénévolat. Le bénévolat est une chose très malsaine. Ça peut paraître très bizarre ce que je suis en train de dire là, mais il faut toujours qu'il y ait un retour concret. Quand on fait du bénévolat, même si on vous donne qu'1 euro, c'est très important. Ça va vous permettre de vous payer un petit café. Mais c'est très important parce que sinon, ça peut entraîner soit de la frustration, soit une prise de pouvoir sur l'autre. Vraiment, le bénévolat n'est pas du tout une bonne chose. Ça ne fonctionne que s'il y a un échange. Un échange d'énergie. Il faut qu'il y ait un échange, c'est très, très important. Vous voyez, moi, par exemple, quand je réponds gratuitement, c'est pas du bénévolat. C'est le fait que la personne fasse l'effort de faire des bains dérivatifs, manger comme il faut et des résultats. Ils me disent, oh, c'est génial, j'ai perdu 3 kilos ou je me sens beaucoup mieux, etc. Je reçois ça. Et donc, ça, c'est pas du bénévolat, c'est un échange. Vous voyez, il y a eu d'échange d'argent, mais il y a eu un échange extraordinaire et on s'est fabriqué des endorphines des deux côtés. Vous voyez, généralement, quand il y a des vidéos YouTube, les personnes, elles écrivent des petits messages en dessous et c'est la récompense de ceux qui font des vidéos de voir que vous avez vu la vidéo et vous commentez. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire comment pratiquer le bain dérivatif à la maison exactement? Alors, pour pratiquer le bain dérivatif à la maison, il y a beaucoup de manières. Il y en a qui se mettent sur le bidet et bien habillés au chaud et qui se mettent de l'eau fraîche. Tous les gens du sud de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée ont des bidets chez eux, ils connaissent. Voilà. Dans toutes les familles du sud, on connaît le bain dérivatif. Alors, chez les musulmans, on appelle ça des ablutions. Chez les juifs aussi, on appelle ça des ablutions. Chez les chrétiens, ce sont des ablutions qui ont existé jusqu'en 1545, c'est-à-dire le concile de la ville de Trente en Italie, où on a remplacé le bain dérivatif par se laver les mains. Voilà, chez les chrétiens. Mais dans les autres religions et dans tous les pays du monde, vous allez en Papouasie, les gens, ça m'a été expliqué par le médecin-chef de l'hôpital de Rabaul en Papouasie, et ma fille aînée qui avait 12 ans a eu le paludisme et elle a éliminé complètement le paludisme uniquement avec le bain dérivatif sous surveillance médicale, sous surveillance du médecin-chef de Rabaul et de sa femme qui était sage-femme. Et elle l'a éliminé en 1 semaine. Récemment, une pharmacienne camerounaise, mais qui travaille en Suisse, qui vit en Suisse, elle retourne au Cameroun là, pendant les vacances et elle m'a raconté que ses 2 jeunes fils ont eu le paludisme et elle les a soignés uniquement avec le bain dérivatif. Elle m'a dit, je suis pharmacienne, j'ai les médicaments. Elle me dit, mais j'ai voulu voir si ce que tu disais était vrai et ça a marché. Voilà, donc c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la fièvre monter. Il faut la permanence. Comment ils l'utilisent? Alors, elle leur a mis des poches froides, tout le temps, des poches froides dans l'entrejambe, de manière à maintenir le froid, de manière à éliminer la chaleur interne. Je vais chercher les poches. Voilà. Et ça, c'est très, très intéressant. Si on n'a pas de sous et qu'on veut le faire et qu'on a un congélateur, on peut prendre une petite bouteille d'eau qu'on congèle, on l'enveloppe bien dans 3 ou 4 épaisseurs de microfibre et puis on la met dans l'entrejambe. Ça marche aussi. Alors, il existe des poches froides comme ça, enfin qu'on met au congélateur, et puis on les enveloppe bien. Il y a une enveloppe qui va avec, mais ça ne suffit pas, elle sert à fixer la poche, mais vous pouvez par-dessus mettre soit du papier sopalin plié en 2, soit… Moi, je les mets comme ça va soit du tissu. Froide comme ça, direct. J'en mets 2 dans la pochette. Dans la pochette? Et je mets. Oui, mais si c'est trop froid, ça peut être embêtant pour certaines personnes. Oui, parce que je le fais depuis des années.
Oui, mais quand c'est très très froid, si on a des prothèses, des choses comme ça, c'est pas bon. Oui, justement, les contre-indications. Voilà. Alors, c'est pas des vraies contre-indications. Avec ces poches-là, il n'y a pas de contre-indication. Parce qu'elles ne peuvent pas descendre en dessous de -5. Mais avec des poches de gel, quand c'est du gel, c'est ce qu'on avait avant avec les Yocool, ça descend à -20. Et là, on peut vraiment faire bouger des prothèses, faire tomber des pivots, etc. etc. Et souvent, les questions, toutes sortes de prothèses, donc, ça, on peut. Voilà. Avec ça, un petit peu, avec ça, il n'y a aucun problème. Non, il suffit de si on vient de faire un soude aux dents, est-ce qu'on attend une semaine? Non. Tu peux mettre ça, au contraire, ça va cicatriser beaucoup plus vite. Et puis, ce que je conseille, moi, c'est de mettre quand même un sopalin-pompier en 2 par-dessus, de façon que le froid soit suffisamment doux. Donc, on va écouter la pro. Donc, c'est très simple. En réalité, j'ai dit des choses différentes avec les années. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'années, je disais attention, surtout pas avec les prothèses, parce que déjà, ça n'était que du gel, et ça descendait à très très bas. Et je n'avais pas assez d'expérience, assez de retour dessus. Mais au fur et à mesure que les années avancent, on a beaucoup plus d'expérience. Et là, je peux vous dire vraiment qu'il n'y a aucun risque avec ces poches-là, qui sont les fameuses 36,6 que vous trouvez sur mon site. Elles ne sont pas vendues sur mon site, mais vous avez... Moi, je ne vends rien. Ça, je vais mettre le lien dessous. Et puis, le temps. Alors, on me demande tout le temps combien de temps. Alors, plus vous le faites, pendant très longtemps, j'ai essayé de trouver des durées minimales, etc. C'est vraiment... ça n'a pratiquement pas de sens. En fait, j'ai été très intéressée par l'encyclopédie du docteur Adrian Vander. Sur Internet, vous pouvez trouver ça, Adrian Vander, V-A-N-D-E-R. L'encyclopédie qui date de 1957, donc les poches n'ont pas été inventées par moi. Hein. Le docteur Adrian Vander recommandait en 1957 de ne pas le faire avec de l'eau glacée, avec friction, comme le disait Louis Kuhn, qui a été le premier à en parler, et comme encore beaucoup de gens malheureusement le disent sur Internet, parce que c'est dangereux pour toutes les personnes qui ont des prothèses, c'est dangereux pour les femmes enceintes parce que ça peut provoquer des contractions utérines, c'est trop violent. C'est trop fort. Par contre, et d'ailleurs, Louis Kuhn n'avait pas fait le lien avec les gens qui marchent nus. Et quand on marche nu, on a une fraîcheur douce dans notre jambe, on n'a pas une fraîcheur violente. Donc, c'est ça qu'il faut reproduire. Eh bien, le docteur Vander, lui, il recommande de faire ça 4 heures par jour plus toute la nuit. 4 heures par jour plus toute la nuit. Alors, à l'époque d'Adrian Vander, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de poche froide. C'est des bandes de tissu épaisses qu'on trempe dans l'eau très froide, qu'on essore au maximum. Il n'y a pas de plastique pour se protéger. Alors, on met ça dans l'entrejambe et puis on s'assied sur une serviette de toilette, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une aventure épouvantable. Mais c'est ce qu'il recommande. Il a été directeur de sanatorium pendant 20 ans et dans son encyclopédie qui fait au moins 10 000 pages, il recommande le bain dérivatif pour toutes les maladies. Maladies de peau, maladies des cheveux, maladies des pieds, maladies du ventre, de tout ce que vous voudrez, du cerveau, etc. Il recommande toujours le bain dérivatif. Donc, c'est très, très important de voir que c'est un médecin qui a été directeur de sanatorium pendant 20 ans. Il a vu toutes les maladies possibles et imaginables parce que les tuberculeux n'ont pas que la tuberculose. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... On a vraiment un support médical béton avec ça. Alors, je sais qu'il y a eu un blog de quelqu'un qui a fait une formation officielle, mais qui a dit qu'il n'y avait pas de support médical au bain dérivatif. Et bien, ce pauvre monsieur ignore qu'il y a une énorme encyclopédie qui parle du bain dérivatif tout le long, écrite par un médecin qui a travaillé qu'avec des médecins pendant 20 ans. Donc, le support médical, il est là. Et je vais vous donner même le premier chapitre de mon livre. Hein. Eh bien, ça commence par, ça s'appelle Première expérience. Je mets 1950 à Tahiti. Ces îles étaient encore nommées Établissement français de l'Océanie. Ce n'était pas encore la Polynésie. J'avais 8 ans et une crise d'appendicite. Et le médecin-chef de l'hôpital, qui était un ancien militaire, avait le choix entre m'opérer en 1950, il n'y avait pas d'aéroport.
Les médicaments mettaient 2 mois à arriver à Tahiti. Il n'y avait pas de climatisation. Avec la chaleur qu'il faisait, on risquait la septicémie à chaque opération. Donc, ce médecin a dit à mes parents, au lieu d'opérer, vous allez lui mettre de la glace dans l'entrejambe jour et nuit en permanence. À cette époque-là, chez nous, on n'avait pas d'électricité, on avait 1 heure d'électricité par jour, une ampoule par jour. On avait le frigo, il n'y en avait pas. On avait une énorme glacière en bois et en tôle faite par mon père. Et mon père allait acheter un gros bloc de glace à la fabrique de bière du coin, à la brasserie du coin, qui fonctionnait sur un générateur. Donc, avec un pic à glace, il cassait la glace. Il remplissait la poche que lui avait donnée le médecin de l'hôpital, qui était une grande poche en caoutchouc rose, avec un énorme bouchon en aluminium qu'on vissait. Donc, mon père mettait les morceaux de glace qu'il avait cassés comme ça au pic à glace. C'était pas très doux au départ. Il mettait ça dans mon entrejambe et j'avais ça 24 heures sur 24 pendant 12 jours. Et pendant 12 jours, j'ai bu de l'eau et des tisanes, des choses comme ça. Et j'ai toujours mon appendice à 83 ans. Voilà. Donc, en fait, il a expliqué à mes parents qu'il fallait surveiller la température. Donc, on me prenait la température matin et soir. Il ne fallait pas que j'aie de fièvre. Et le bain dérivatif, c'était ça, c'était le froid dans l'entrejambe qui m'a petit à petit, qui a permis à mon corps de s'auto-réparer, qui a permis au fascia, en vibrant, de vider l'appendice. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais à cette époque-là, ça ne s'appelait pas on l'appelait pas le bain dérivatif, le médecin nous a dit ça, mais c'était vraiment, c'est 30 ans plus tard que j'ai découvert que c'était la même chose. Vous voyez, c'est très intéressant. Je parle aussi d'une de mes amies qui habite en Ardèche et elle avait un petit bébé de 9 mois qui avait de la fièvre et elle n'arrivait pas à faire descendre la fièvre avec les suppositoires et les médicaments qu'elle avait. Et donc, elle appelle le médecin qui était à une demi-heure de chez elle. Et il lui dit au téléphone, prenez des glaçons, enveloppez-les bien, mettez-les lui dans l'entrejambe. Donc, elle fait ça. Et puis, une demi-heure plus tard, le médecin arrive et le bébé n'avait plus de fièvre. Et là, elle dit au médecin, vous m'avez fait faire le bain dérivatif, parce qu'elle connaissait le bain dérivatif, mais elle n'avait pas pensé à le faire. Et il lui dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, elle me dit, il n'avait pas l'air content. Je dis, oh, il était peut-être inquiet pour le bébé, c'est tout. Mais il a bougonné. Et puis, voilà. Mais elle avait fait un bain dérivatif, tout simplement. C'était rien d'autre. Et dans tous les hôpitaux, ils connaissent ça. Vous allez à Garches, là où sont envoyés tous les très grands blessés, vous savez, des gens qui ont beaucoup de fractures, etc., etc. Comme ce sont des gens qui sont très médicalisés et à qui on pose des plaques, des vis et toutes sortes de choses, eh bien, on leur met du froid dans l'entrejambe pour enlever la température. On leur met des poches froides. À l'hôpital Necker, à l'hôpital des enfants malades, les bébés, au lieu de leur donner de la chimie quand ils ont de la fièvre, on leur met du froid dans l'entrejambe. Ça se fait en hôpital depuis toujours. Alors, donc, le bain dérivatif, ce n'est pas une invention bizarre, incroyable. Ça existe absolument partout. Oui, c'est vraiment génial. Vous voyez? Ouais, voilà. Merci beaucoup, France. Là, on repart avec plein de méthodes, enfin, une grande méthode naturelle et précieuse et puissante. Voilà. Merci beaucoup, France. Et donc, les amis, procurez-vous ce livre, il est incroyable. Et puis, il y a la méthode aussi, il y a plein d'exemples. Il y a le livre des recettes, il y a plein de choses. Et je vous mets toutes les infos sous la vidéo, donc le lien du site de France et puis les 2 autres vidéos dont je vous ai parlé avec France. Merci beaucoup, France. Et on vous embrasse. Merci à vous tous. Merci parce que c'est grâce à vous tous que moi, j'ai l'énergie de faire le bain dérivatif. Parce que c'est vraiment grâce à vous. Parce que j'aurais trop honte de ne pas faire ce que je vous conseille. Et donc, je vous remercie tous parce que c'est vous qui me donnez cette énergie-là. Donc, j'espère que c'est un partage. Voilà. Merci beaucoup. Merci, France. On vous embrasse fort.